Bonjour à tous, bienvenue pour ce bulletin numéro 19 de la Web TV de Veille Stratégique. Alors aujourd'hui nous allons traiter en majorité pendant cette émission d'une vingtaine de minutes de la situation en Ukraine et puis nous reviendrons aussi sur la situation au Moyen-Orient qui reste toujours extrêmement tendue. Mais pour commencer, alors c'est en lien avec l'Ukraine, on va tout de suite parler de la visite de Vladimir Poutine en Chine, puisque celle-ci fait couler beaucoup d'encre comme d'habitude et qu'on a le droit à tous les commentaires les plus fantaisistes possibles depuis à peu près 24 heures. Alors tout d'abord, on a remarqué que Vladimir Poutine a été accueilli avec les honneurs qui lui sont dus et qui sont les honneurs réservés aux amis de la Chine, quand on voit comment le secrétaire d'État Blinken a été accueilli il y a quelques semaines, où certains représentants européens, on pense notamment à Madame von der Leyen l'année dernière. On voit bien déjà dans le protocole le respect mutuel et la façon dont la Chine considère aujourd'hui la Russie et plus particulièrement comment le président Xi apprécie personnellement Vladimir Poutine. L'alliance entre les deux pays n'est pas une alliance comme on essaye de nous le vendre à la télévision depuis à peu près 36 heures du faible au fort. Les deux pays ont besoin l'un de l'autre de manière presque, je dirais, symbiotique. Alors même si l'économie chinoise, bien évidemment, pèse beaucoup plus lourd que l'économie russe, néanmoins, la Chine a besoin de la Russie, notamment en ce qui concerne les très hautes technologies militaires, on le sait. Et donc, et puis bien sûr en matières premières, en accès à des marchés importants de matières premières. Donc les deux sont imbriqués. Alors le poids de l'économie chinoise n'est pas à négliger, mais c'est pas lui qui détermine la nature seule de cette alliance. On sait bien que les deux pays étant dans le collimateur des États-Unis, la Chine d'ailleurs plus que la Russie, je rappelle encore une fois que ce qui se passe en Ukraine est d'abord là pour détruire les économies européennes et non pas pour s'attaquer à la Russie en tant que telle. La Russie est d'une certaine manière frappée par ricochet et on sait que ce ricochet est beaucoup moins fort que ce qu'on a pu nous vendre pendant plusieurs mois. Bonjour, coucou Bruno Le Maire, puisque le ricochet, c'est nous qui l'avons pris dans la figure. C'est plutôt un boomerang qu'un ricochet. Et donc aujourd'hui, on voit que les deux pays qui avaient déterminé en amont de la guerre en Ukraine une stratégie commune de rejet de la vision anglo-saxonne et américaine des règles pour régler tout le circuit diplomatique, économique, politique, militaire de l'ordre du monde, le monde selon les règles anglo-saxonnes, il a été balayé du revers de la main par les deux hommes, par Poutine et Xi Jinping. Au moment des Jeux Olympiques d'hiver en 2022, on a eu à l'époque une déclaration commune des deux présidents pour dire voilà, on arrête maintenant, nous Chinois, nous Russes, donc deux membres permanents du Conseil de sécurité, deux puissances nucléaires parmi les plus importantes, avec les armées qui sont bien évidemment, les armées conventionnelles qui sont bien évidemment derrière. Je vous renvoie à notre émission spéciale sur l'armée chinoise. Aujourd'hui, on est dans cette posture d'avant la guerre en Ukraine, c'est-à-dire que les deux hommes continuent de façonner déjà leur rapport interétatique et leur rapport avec le reste du monde dans une vision qui ne s'inscrit plus dans celle qu'on aurait pu qualifier encore à l'époque de nouvel ordre mondial voulu par les Américains au sortir de la guerre froide, de monde qui se règle et qui se régit selon les règles anglo-saxonnes. Les Chinois et les Russes auraient souhaité le retour au droit international de l'ONU, dont je ne cesse d'ailleurs de parler en ce qui concerne la crise et la guerre, la crise permanente au Moyen-Orient et la guerre là en particulier à Gaza et dans les territoires occupés. Eh bien, les deux pays veulent revenir
au droit international, veulent revenir aux fondamentaux de l'ONU, qui a été fondée en leur présence au sortir de la Seconde Guerre mondiale, et tout ce qu'on peut voir aujourd'hui depuis 2 ans va dans ce sens. La Chine prend effectivement une posture de médiateur en disant qu'elle veut un règlement de la paix, enfin de la guerre en Ukraine, et il n'y a pas un État d'ailleurs qui vient jeter de l'huile sur le feu en disant on veut que la guerre continue, hein. Donc elle ne fait que s'inscrire dans une démarche médiatrice. Alors s'il y a des pays qui le font mais qui ne le disent pas, hein, ne venez pas, bien sûr que les États-Unis, l'Europe, la France jettent de l'huile sur le feu mais disent au secours on veut la paix, hein, donc c'est un double langage. La Chine, elle, est en adéquation avec sa position et ses actes, c'est-à-dire que pour le moment elle fournit du matériel qui correspond à des équipements individuels, à des équipements de protection, des casques, des gilets pare-balles ou ce genre de choses, des drones d'observation, mais pour le moment, personne n'a pu pointer le fait que du matériel militaire qu'on qualifiera d'offensif ou de létal a été envoyé par la Chine vers la Russie. Voilà. Alors ça ne veut pas dire que la Chine n'a pas joué un rôle dans la façon dont la Corée du Nord s'est entendu avec la Russie pour envoyer des obus de 152 et de 122 mm. Mais bon, ça reste encore très flou à déterminer aujourd'hui. Donc, on assiste à une visite d'État qui entérine une politique, enfin qui continue d'entériner une politique qui a été déterminée il y a plus de 2 ans, qui est celle donc d'une dislocation du nouvel ordre mondial selon les règles anglo-saxonnes pour revenir au droit international et à la multipolarité, et donc chacun avec ses forces et ses faiblesses, hein, parce que l'économie chinoise pèse beaucoup et pèse très lourd, mais elle est soumise à de plus en plus de difficultés en interne et en externe, donc c'est pas non plus tout n'est pas rose, hein, donc les faiblesses de l'un et les forces de l'autre finissent par se compenser mutuellement, et donc on aboutit à quelque chose qui est relativement équilibré, hein. Je salue d'ailleurs l'analyse faite par Benoît Billan à ce sujet hier sur le plateau d'LCI, hein, pour une fois qu'il allait là-bas pour contredire l'analyse, enfin la pseudo-analyse ambiante et expliquer les choses avec force et sincérité, il faut le saluer. Voilà. Alors ensuite, bien sûr, on va revenir au théâtre d'opération. Alors on va brosser un tableau général de la situation, puis on va revenir un petit peu dans l'analyse de ce que font les Russes aujourd'hui. Donc analyse de la situation ce matin. Vendredi 17 mai vers 9h, hein, heure de l'enregistrement de cette émission. Donc on a toujours eu les yeux pointés sur l'offensive russe, bien évidemment, au nord de Kharkov, hein, très près de Kharkov. Les gens me disent mais les Russes sont à combien de la ville, est-ce qu'ils vont la prendre? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la frontière entre la Russie et l'Ukraine est à une vingtaine à peine de kilomètres des faubourgs nord de Kharkov. Donc l'avancée russe qui se limite en fonction des deux secteurs d'attaque entre 6 et 9 kilomètres à rapprocher effectivement les forces russes de quelques kilomètres de plus des faubourgs nord de la ville. Mais je reste donc persuadé, parce qu'on sait maintenant qu'on a environ donc 2 divisions de fusiliers mécanisés qui appartiennent à 2 nouveaux corps d'armée qui viennent d'être déployés depuis le secteur de Saint-Pétersbourg, donc pour mener cette offensive, cette opération. Donc c'est des moyens qui sont effectivement limités. Vraisemblablement, donc le nombre de combattants qui sont au front est autour d'une dizaine de milliers d'hommes. Donc voilà, ça a été assez important pour créer cette nouvelle conquête territoriale qu'on nous dit maintenant presque à 300 km², soit la superficie de l'agglomération marseillaise, d'après les comparaisons journalistiques françaises. Mais on sait bien d'emblée que ça ne suffira pas à prendre la ville. Si la ville devait être défendue sur le mode qui de Bakhmout, d'Avdivka ou de Mariupol, hein, bien évidemment,
Mais ce qui est important, et c'est ce que j'ai souligné là dans le bulletin précédent, et je le réaffirme maintenant que ça fait une semaine, on est dans la volonté d'ouvrir un nouveau front pour contraindre, et c'est ce qui s'est passé, les Ukrainiens à roquer leurs réserves depuis d'autres secteurs du front. C'est-à-dire que, et ça a probablement abouti notamment à la chute quasiment définitive, d'après les dernières cartes, on voit qu'il y a juste le petit bord nord de Robotiné qui est encore revendiqué par l'armée ukrainienne. On a vu donc l'abandon des opérations sur Krimki qu'on avait relevé le mardi de la semaine précédente, et vraisemblablement d'autres unités qui étaient en cours de formation et d'entraînement, on parle d'une dizaine de brigades territoriales, et contraints d'être redéployées pour partie dans ce secteur et ne peut pas servir ailleurs sur le front. On sait que les Russes possèdent eux encore des réserves, on sait que ça leur a permis ces réserves de retirer une de leurs divisions aéroportées qui se situait dans le secteur d'Orikiv, dans la région de Zaporizhzhia, une division d'assaut aéroportée très expérimentée. Donc celle-là, quand on va la voir ressurgir pas loin de la ligne de front ou de la frontière, soit elle viendra renforcer un effort en cours, soit elle développera peut-être un nouvel axe d'effort, comme je le dis depuis mardi. Pour moi, la stratégie russe est une stratégie qui ressemble à celle de Foch à partir de juillet 1918, mener des opérations dans plusieurs secteurs du front pour contraindre les réserves ukrainiennes, pardonnez-moi cette expression, à ne plus savoir où donner de la tête, de telle sorte à ce qu'elles soient toutes engagées, de telle sorte à ce qu'elles finissent par s'effriter dans cet effort de colmatage, qu'en plus de ça, comme on le voit vraisemblablement, celles qui sont engagées sont en cours d'instruction, donc avec un niveau de combativité moindre, et qu'avec la pénurie de matériel qui règne de manière générale et d'hommes, eh bien tout ça va finir par créer un effet cumulatif qui va engendrer un effondrement de l'effectif ukrainien à un endroit ou partout sur le front, et peut-être que là, et seulement là, des grandes villes comme Kharkov pourraient tomber. Voilà comment je pense les choses, comment je les vois encore aujourd'hui. Et donc, les offensives qui sont menées, les opérations offensives qui sont menées dans d'autres secteurs du front par les Russes, on le voit notamment dans le secteur de Chassovyar, les combats se poursuivent d'une part au sud pour continuer d'encercler la ville par le sud, mais aussi au nord, parce que là on essaye de redévelopper la pince nord pour encercler la ville. On a toujours des combats donc à l'ouest d'Avdivka, vous pouvez voir ça sur les cartes qu'on vous met en même temps que mon commentaire, et donc c'est un secteur qui reste toujours actif. Et puis, dans la région de Donetsk, on voit que, là encore, à la périphérie ouest de Georgivka, on continue des combats en zone urbaine pour sécuriser ce qui reste à sécuriser de la ville, ce qui n'est pas grand-chose, mais les Ukrainiens s'accrochent au terrain. Donc, partout, et bien sûr, comme je l'ai souligné, à Robotiné, partout les Russes sont à l'attaque. Le plus grand effort semble se prononcer dans le secteur de Kharkov. On voit que les combats maintenant donc se concentrent d'une part du côté de Lipsi et toujours du côté de Volchansk. Est-ce que les Russes vont mener une opération de vive force dans les heures, dans les jours qui viennent pour faire tomber Volchansk et s'assurer une tête de pont qui leur permettrait de prendre à revers une partie des défenses ukrainiennes qui s'étale vers l'Est, ça reste à déterminer. Pour le moment, on ne voit pas d'engagement de nouvelles unités de combat russes, donc on peut s'attendre à une espèce de stabilisation de ce front avant, probablement, c'est en tout cas mon analyse, l'ouverture d'un autre axe d'effort qui continuerait d'étirer encore un peu plus les réserves ukrainiennes. Alors pour en terminer avec l'Ukraine, on est dans des débats télévisés complètement fous sur l'usage des armes, etc. Lorsqu'il faut bien prendre en compte des armes américaines et occidentales dans la profondeur. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que d'une part, on a eu donc plusieurs attaques là ces 3 derniers jours menées sur la Crimée.
L'une d'entre elles, on vient d'avoir les images, hein, vous pouvez les voir, a frappé donc la base aérienne de Belbek en Crimée. Il semblerait que ce soit avec des missiles Atacams qu'elle ait eu lieu et que ça a permis la destruction de 2 MiG-31 et d'un Sukhoi 27 et qu'un MiG-29 a été endommagé. Alors, ce qui est assez surprenant quand on voit les images que vous pouvez voir maintenant, c'est que les avions ont été frappés, donc les Atacams employés utilisent des sous-munitions, et on constate que les avions ont été laissés là sur leur site de parking sans abri. C'est assez particulier. On se demande pourquoi, alors qu'on est dans une zone qui est très sensible et que les Ukrainiens ciblent depuis un moment. Les aviateurs russes laissent leurs appareils. Alors c'est pas les pilotes eux-mêmes, hein, mais c'est que sur la base aérienne, on n'a pas encore créé d'abri pour éviter que des sous-munitions comme celle-là puissent endommager les avions. Bon, c'est encore une fois, on voit que dans l'armée russe, il y a toujours des problèmes qui sont pas réglés en termes de finesse, de précaution tactique ou ce genre de choses. Bon, voilà. Alors après, reste à savoir ce que la perte de ces 3 appareils représente par rapport à la flotte russe, la flotte aérienne russe. Je pense que c'est pas grand-chose, mais c'est encore une fois un coup magistral orchestré par les Ukrainiens, puisque les 2 premières attaques, la première attaque pardon, a été complètement repoussée et la deuxième a réussi à produire cet effet-là. C'est déjà une bonne chose, mais malheureusement sur l'effort de guerre général, à part enfin probablement contraindre les Russes à mettre leurs avions dans des abris bétonnés, pour le moment ça va pas changer grand-chose au cours des opérations militaires. Voilà ce qu'on pouvait dire. Ah oui, alors pour revenir, donc là, ça a une preuve que les Ukrainiens utilisent des armes occidentales. Alors on dit la Crimée, bah c'est une zone de tir potentiellement ouverte puisque c'est considéré comme du territoire ukrainien. Je rappelle que même si effectivement des ATACMS n'ont pas été utilisés pour frapper dans le secteur de Belgorod, Kursk ou Kupiansk, les Ukrainiens tirent avec des MLRS, des lance-roquettes multiples Vampire d'origine tchèque depuis plusieurs jours, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, et que c'est ça qui crée des pertes dans la population civile russe. Donc une fois encore, l'emploi de ces armes-là, si les vampires étaient utilisés pour frapper les concentrations de logistique, les concentrations de troupes russes ou les dépôts russes au lieu de frapper sur Belgorod, ça serait beaucoup plus utile. Donc c'est pas la peine simplement de pointer le fait que les Américains auraient ou non donné l'autorisation, c'est simplement que les armes dont disposent, les armes européennes dont disposent les Ukrainiens en ce moment même et depuis plusieurs semaines, sont d'abord employés pour frapper des civils. C'est ça qu'il faut souligner. Hein, donc c'est ça qui est le plus grave, c'est que c'est ce que je n'arrêtais pas de dire déjà depuis 2022 avec les frappes sur les civils de Donetsk, alors qu'il y avait des cibles militaires légitimes, on continuait de terroriser la population avec un effet contre-productif puisque ça la remobilise en faveur du camp dans lequel elle se trouve. Donc voilà, sinon de dire ah bah voilà on les punit, bon complètement nul comme raisonnement militaire. Hein, donc aujourd'hui les Ukrainiens ont des moyens de frapper dans la profondeur des arrières immédiats des 2 corps d'armée russes qui sont déployés dans l'opération sur Kharkov. On se demande pourquoi on a encore assisté au début de l'offensive russe à des tirs sur Belgorod au lieu de tirer sur les concentrations militaires russes. Voilà. Ensuite, on nous dit, je reviens aussi sur ce point parce que je percute sur certaines réflexions que j'ai vues dans les commentaires ou sur les différents réseaux sociaux. Effectivement, en ce qui concerne la nature des défenses ukrainiennes, il semblerait que dans certains secteurs, là où les Russes ont attaqué, les défenses n'étaient tout simplement pas prêtes parce que sous le jeu de la corruption, on a certaines personnes qui n'ont pas, on les a payées pour qu'elles installent des abris bétonnés dans certains réseaux de tranchées ou ce genre de choses, et malheureusement ces gens-là se sont enrichis mais n'ont pas fait le boulot. Et résultat, les troupes ukrainiennes se sont retrouvées dans des tranchées
complètement rudimentaire pour faire face à l'assaut russe qui a été précédé d'un immense bombardement aérien et d'un immense bombardement d'artillerie. Voilà. Donc pour terminer, alors vous m'excuserez, hein, mais le point Chine, enfin visite de Poutine en Chine et Ukraine est très important en ce moment. Donc on termine sur le Moyen-Orient avec la poursuite des opérations israéliennes, donc dans le secteur de Jabalia, dans la bande de Gaza, hein. On a majoritairement ce genre d'opérations qui sont en cours, hein. Il n'y a pas de combats de très grande envergure. Il y a quelques combats qui se poursuivent autour de Rafah, mais pour le moment, l'offensive sur la ville reste lettre morte, même si l'état-major israélien nous dit que les plans sont prêts, tout a été approuvé, il n'y a plus qu'à lancer l'opération. En Cisjordanie, on a toujours la même chose, hein, des raids qui sont menés pour soi-disant capturer des terroristes palestiniens. Voilà, je ne sais pas dans quelle mesure, puisqu'on nous présente jamais le bilan, sinon nous dire voilà, il y a eu des raids, on a fait des prisonniers, mais ça va pas plus loin. Donc ça a entraîné en plus des blessés encore une fois. On a toujours des échanges de tirs de part et d'autre de la frontière libanaise, hein, ça ne cesse pas. Et puis donc on a vu deux éléments importants. D'une part, des attaques de drones kamikazes sur la raffinerie de Haïfa et sur Eilat, qui est revendiquée par le mouvement de la résistance islamique en Irak, qui est donc inféodé à l'Iran, mais vraisemblablement tout ça a été intercepté par les défenses antiaériennes israéliennes. Et puis hier, donc en mer Rouge, Ansar Allah, hein, donc les Houthis, ont mené une attaque contre un cargo qui se dirigeait vers Israël, ainsi que contre un navire de guerre américain, l'USS Mason. Donc la situation reste toujours tendue en mer Rouge, puisque Ansar Allah, avec les moyens dont il dispose, qui sont important sur zone, tente toujours de menacer le commerce international des navires battant pavillon, enfin en tout cas de navires armés par des armateurs israéliens ou anglo-saxons pour perturber le passage vers le canal de Suez. Voilà ce qu'on peut dire sur cette situation au Moyen-Orient qui, vous le voyez, reste relativement figée. Bien évidemment, dans le Gaza ou en Cisjordanie, les opérations israéliennes continuent de prélever leur nombre de victimes innocentes dans la population civile, avec, comme d'habitude, une morgue et une déshumanisation de la part des représentants du gouvernement Netanyahou à l'égard de tout ça qui est absolument à vomir. Voilà, je m'excuse d'être un petit peu plus long et surtout d'avoir beaucoup traité l'Ukraine et la visite de Poutine en Chine aujourd'hui, mais c'est l'actualité qui veut ça. Je vous remercie donc encore une fois pour vos partages, les pouces bleus, les commentaires ou les pouces en l'air, ça dépend des plateformes, les partages, les commentaires positifs, les questions, je suis prêt à répondre, je suis prêt à entretenir la contradiction, hein, simplement, je l'avais déjà signalé, pas d'incitation au terrorisme, d'injures, enfin bon, bref, de la tenue de la part de tout le monde. Et puis, bien évidemment, je remercie tous ceux qui font des gestes financiers de quelque niveau que ce soit pour nous aider à continuer notre développement et bien sûr à maintenir maintenant ces deux émissions par semaine. N'hésitez pas, hein, donc certaines personnes m'ont demandé, vous allez sur PayPal, vous rentrez l'adresse mail qui est fournie dans la description de la vidéo et vous faites un envoi d'argent vers cette adresse mail. Vous verrez, c'est précisé veille stratégique, ou vous précisez veille stratégique si ça n'apparaissait pas, et comme ça nous permet d'avoir des fonds pour continuer de vous informer. Voilà, donc je vous remercie de votre attention, je vous souhaite un très bon week-end, et je vous dis à mardi prochain. Au revoir.